Donc coup, 2 semaines, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et du coup, pour le harnais, c'est encore un peu compliqué pour elle, mais Oui. je vais le remettre. Je l'ai sorti tout à l'heure pour la peser. Oui. Elle a fait un peu de diarrhée? Ouais, elle fait de la diarrhée en jet. En jet? Ouais. Une bonne grosse diarrhée en jet. Mais elle passait, quand je l'ai sortie tout à l'heure, mais peut-être qu'elle va refaire la même chose, elle sautillait et elle a l'air toute contente de pouvoir galoper un peu. Ok. Donc voilà. Donc, je vais prendre ça. Et on retourne là-bas. On va se promener. Oui, je sais que t'aimes pas. Voilà. Pas très serré. Voilà. On va dire bonjour aux copains, vous allez voir. Qu'est-ce que c'est que ça? On n'est même pas spécialement entendu. On est plutôt contente d'aller courir partout. Non, c'est pour pas. Non, c'est pas là. Attends. Allez. Oui, je sais que c'est pas drôle de harnais. Allez, on est déjà allé tout à l'heure. Allez, voilà. Marche arrière. Ça va, elle prend du poids? Normalement? Ouais, doucement quand même. Doucement? Ouais. Assez. Je devrais prendre plus. Allez. Elle a eu son seau, j'ai vu qu'elle buvait très bien son seau, qu'elle a bon appétit. Et même si elle prend pas beaucoup, elle est quand même... comme dans le couloir, elle est guillerette, elle est en forme quand même. On fait une petite pause quand il y a des... C'est des trucs qui la surprennent. Ils sont juste plus vieux que toi. Alors, ça fait ton sport le journée là. On vous apprend à les manipuler ou vous découvrez un peu tout seul? Je découvre un peu tout ça. D'accord. J'ai eu à manipuler quand j'étais venue à la TEPEX avant, pour justement peser les veaux et bon, ça m'avait donné un... Enfin, genre par exemple pour lever le veau avec en faisant comme ça, je l'ai appris avec une étudiante indienne de 3. D'accord. Ça marche très bien. Ouais. Et pour les manipuler, j'ai bien compris que plus on les contraignait, moins ils étaient contents. D'accord. Et puis ils se braquent et puis ils s'écroulent. Mais sinon le reste, on essaie, puis si ça marche pas, on fait autre chose. Bien sûr. Mais elle est vraiment gentille, je trouve elle. Du coup j'apprends beaucoup, chouette.
Bon, ça fait pas longtemps que je me suis marraine alors. Oui, mais ça fait 2 semaines quand même. Ouais. Ouais, voilà. Tu viens souvent? J'essaie de venir au moins une fois par semaine. Je suis venue pour le moment 3 fois là-bas. Mhm. Donc, ouais, parce que les cours c'est bien, mais les animaux c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Qu'est-ce que c'est? Ce serait bien. Mais bon, ça fait quand même toujours du bien là, quand ça fait 5 ans qu'on est ici, pouvoir passer un peu de temps avec des animaux. Pas que venir pour faire les pique-piques, etc., faire les trucs pas cool, ça fait du bien aussi. Il y aura des animaux qui vont plus ou moins bien, mais qui vont bien en manière générale, quoi. Ils sont pas en consultation. Pas des cas désespérés. Il va bien. Sinon, quand je passe, du coup, j'essaie de nettoyer un peu les seaux d'eau, je vais le faire là, tout à l'heure. Vérifier qu'elle est du concentré, du foin, donc j'en ai remis un petit peu. Vérifier qu'elle va bien. Quand je vois que la paille est un peu souillée, je dois remettre un peu de paille. Voilà. C'est que effectivement, ça fait du bien de voir des animaux en bonne santé, et ça fait du bien de voir que finalement ces bêtes, elles ont l'air plutôt... Bah, elles ont l'air plutôt sereines, ouais. Beaucoup plus facilement manipulables, etc. Ouais. Et toi, tu as été attiré par le projet. Comment ça se fait que tu as été attiré par ce projet? Parce que j'aime beaucoup les vaches. Ouais. Et j'aime bien aussi l'idée de... J'ai absolument pas les moyens de m'acheter une vache ou quoi et de m'en occuper. Là au moins je peux participer à sa vie, j'ai un animal entre guillemets que je connais, que j'ai un peu apprivoisé. Mais j'ai pas l'aspect gestion de sa vie, etc. Même si j'y participe un peu. Et puis c'est quand même, comme je disais dans la vidéo, c'est quand même chouette d'avoir un animal qu'on peut voir régulièrement. J'ai pas de chien chez moi, enfin ici. J'ai pas de chat, enfin j'ai pas d'autres animaux quoi, donc c'est un peu comme si c'était mon animal. C'est ça. Certes sans les contraintes, mais voilà. Et donc ça me faisait vraiment plaisir de pouvoir apprendre aussi à côtoyer et à manipuler des vaches, parce que c'est quand même des animaux, bon quand ils sont jeunes comme ça va, mais déjà là, quand maintenant elle fait 80 kilos et quand elle s'excite fort, je suis contente de savoir un peu gérer, et pareil quand elle en fera 500. Voilà. Enfin, tu l'as fait monter sur la balance, etc. Ou est-ce que tu as appris? Ou comment tu as fait pour communiquer avec elle? Comme je disais dans la vidéo, j'avais fait tout début d'hiver, en février, j'avais fait une journée à la FEPEX. Et c'était lundi, donc il fallait peser tous les veaux, etc. Donc on est tous manipulés, il y en avait une vingtaine à faire. Et donc les GMV3 m'ont aidé, on était à plusieurs. Et donc il fallait les manipuler, les tirer. C'est là que je me suis rendu compte que tirer la tête d'un veau, ça marchait pas, il fallait sens arrière. Et du coup, là je m'étais dit qu'avec elle, vu que je suis toute seule, je prends mon temps, je lui mettais le harnais. Déjà c'était pas forcément facile au tout début, je trouve que déjà 2 semaines elle le prenait pas si mal. Et puis j'essayais de la mettre en confiance, de la gratouiller, de lui parler, c'est pour ça que je parle tout le temps. Et j'ai l'impression que ça avait l'air de marcher, et c'est vrai que maintenant qu'elle est grande, le harnais, j'ai aucun souci à le mettre. La balance, je l'ai pesée quand samedi, elle est allée toute seule dedans, vraiment donc toute seule. Aujourd'hui, elle a 3 mois. Oui, 3 mois. La fin de la semaine, elle aura 3 mois tout pile. D'accord, donc elle pèse combien là à peu près? 80 kilos. Et pour la manipuler, ça va? Pour la manipuler, ça va. Quand je la promène dans les 5 loges, elle est bien plus jouette que là. D'accord. Elle fait des grandes réades, et pourtant elle ne m'a jamais... Enfin, à partir du moment où elle sent que la corde est tendue, elle s'arrête, et elle ne m'a jamais tiré, je ne la m'a jamais traînée, elle ne m'a jamais tapé non plus en faisant ses petits élans de folie. J'ai vraiment l'impression qu'elle me respecte, et en même temps je sens qu'elle est très contente que je la sorte, et c'est toujours compliqué de la faire rentrer. Mais sinon non, les gestes, quand je vois qu'elle bloque complètement, je me mets à côté, j'essaie de la rassurer. Si vraiment je veux qu'elle fasse quelque chose, je me mets derrière et je la pousse au niveau des ischions. D'accord. Elle finit toujours plus ou moins par céder, mais elle est vraiment gentille aussi. C'est une bonne nature de base. Tu viens régulièrement la voir? À peu près toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines? Qu'est-ce qui se passe quand tu viens la voir? Déjà, pendant la session d'examen, je suis allée la voir après chaque épreuve. D'accord. C'était un peu ma récompense.
Ça faisait du bien de décompresser un peu, de la voir jouer, puis elle va bien, donc ça fait plaisir. Ouais. Avant, je venais et je voyais pas le temps passer. Genre, je pensais que je resterais une demi-heure le temps de lui faire coucou, éventuellement lui donner le biberon si c'est l'heure de manger. Ouais. Et en fait, à chaque fois, je restais 1h30. C'est ça. Et je me rendais pas compte que le temps était passé. Mhm. Et ça me fait vraiment. Quand je vais la voir, c'est un peu l'excitation. Ça fait vraiment plaisir. Et quand je pars, je suis satisfaite. Sauf quand je la vois malade. Oui. Elle a fait une pneumonie il y a 1 mois. Et là, j'étais vraiment fort inquiète. Je suis revenue 2 jours après parce que je savais pas venir avant. Ouais. Et j'étais presque persuadée qu'elle était morte et que ça allait être un peu la grande dépression. Et finalement, elle allait bien. Ouais. Elle avait été traitée. Ouais. Et donc là, effectivement, j'étais pas mal angoissée. Et pareil. Du coup, je l'ai vu vendredi et samedi. Et vendredi, non, j'ai vu samedi et dimanche. Et samedi, j'avais trouvé, cette semaine-là, j'avais trouvé très gonflée et je trouvais qu'elle bougeait beaucoup. J'avais peur qu'elle fasse un tympanisme ou quelque chose. Ouais. Et du coup, je suis revenue le dimanche matin après ma garde d'équine. Et en fait, elle allait très très bien, plus que bien même. D'accord. Et dans ce moment-là, ouais, je suis un peu stressée, mais le reste du temps, je me sens vraiment bien. Ça me fait du bien de passer du temps avec elle. Ouais. Je passe toujours au moins une demi-heure, mais ça finit en général par être 1h30. Donc, d'accord. D'accord. C'est pas du tout un sacrifice. Quand je viens la voir, je lui fais. Donc je rentre dans la loge, je lui fais des petites gratouilles. Elle te reconnaît? Oui. Ouais. Et comment tu vois ça? Parce que quand j'arrive, en général, elle se lève quand elle est couchée. Ouais. Alors que les autres ne se lèvent pas forcément. Bon, en fait, la deuxième vache qui a un moment sur la vidéo qui se fait écorner en même temps, la 50-76. Je pense qu'elle a assimilé que quand je viens les voir toutes les deux parce que maintenant elle aussi elle se lève. Oui. Et elle est du genre très très collante. Et du coup, donc, quand je viens, elle se lève. Quand je fais le tour de la loge où elle est pour venir rentrer, elle me suit à travers le bâtiment, même si elle n'est pas forcément à côté. Et quand je pars aussi, je sais qu'elle me suit et elle me fait assez confiance aussi. Quand je vais la promener, j'ai remarqué que j'avais donné une amie pour la promener, pour que moi je puisse la prendre en photo. Ouais. Et je la trouvais un peu plus tendue que quand moi je la promène. D'accord. À quoi tu vois qu'elle est tendue? Elle est plus hésitante dans ses pas, elle fait moins la fofolle. Ouais. Elle met plus de temps à aller là où on veut. D'accord. Elle regarde plus aussi. Ok. Donc tu m'as parlé, au niveau de la communication, tu m'as parlé de la corde qui crée un lien finalement entre vous, et quand la corde est tendue, elle a l'air vraiment de réagir, de comprendre. Ah, elle s'arrête directement. Il y a aussi, quand vous êtes pas lié par la corde, apparemment, elle se lève quand tu arrives. Oui. Comment est-ce que tu peux encore... qu'est-ce que tu peux encore observer qui vous lie comme ça quand vous faites des choses ensemble, quand vous êtes ensemble? Je suis avec aussi dans la loge. Si je me déplace, non, c'est vrai qu'ils sont quand même grands, mais si je me déplace, je sais qu'elle avait tendance à suivre et à coller sa tête contre ma cuisse. D'accord. Sans pousser, juste coller sa tête. Et moi je comprends ça comme si elle voulait juste des câlins et des gratouilles. Effectivement, quand je lui en fais, elle bouge plus, elle est toute contente. Quand j'arrête, elle relève la tête. Pourquoi tu t'arrêtes? Et donc voilà, on sait qu'elle a des spots particuliers au niveau de la tête qu'elle adore. Et globalement, en fait, clairement, quand je suis dans la loge, elle s'enfuit pas. Bon, les autres ne s'enfuient pas non plus, mais ils ne suivent pas comme elle me suit. C'est ça. Qu'est-ce que tu supposes que ça va apporter dans ton métier de vétérinaire? Déjà, une vision de ce qu'est un veau en bon état et en bonne santé. Elle, déjà, c'est un veau qui n'a pas vraiment bien pris, elle a mal démarré sa vie, elle a un retard de 20 kg à peu près, retard de croissance. Elle est plutôt calme au niveau de son caractère. J'ai pu voir aussi les grandes différences de caractère qu'on peut avoir sur des veaux. Et grâce à elle, mais également aux autres veaux qui étaient dans la loge avec elle, j'ai pu voir un peu les choses. On disait encore la 50-76 qui elle est beaucoup plus dominante, qui est beaucoup plus active. D'ailleurs, j'avais signalé autour des 2 mois que je la trouvais beaucoup plus calme que d'habitude, qu'elle venait pas me bousculer, qu'elle ne faisait pas son autorité, que je trouvais ça bizarre. Peut-être qu'elle avait un problème, finalement elle avait rien, mais elle a été vraiment calme pendant 1 mois. Et maintenant elle est de nouveau aussi envahissante. C'est des choses auxquelles finalement, si j'avais pas passé du temps, j'aurais jamais pu noter qu'il y avait quelque chose qui est assez étonnant. Et je pense que c'est important aussi de savoir
le travail de l'éleveur en tant que vétérinaire par rapport au temps qu'il doit consacrer à ses veaux. Oui. Moi, j'avais le temps de m'en occuper, de la peser, de si elle restait bloquée comme là devant la lumière, de la rassurer et reprendre. Je me doute que l'éleveur qui en a 50 comme ça, il n'a pas le temps de s'ennuyer à attendre que madame décide d'avancer parce qu'elle a peur. Oui. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir vécu pour comprendre que c'est long, ça prend du temps, c'est énervant si on en a beaucoup à faire, et qu'il faut être patient, qu'il ne faut pas reprocher à l'éleveur de ne pas traiter correctement ses bêtes si on ne sait pas ce que c'est, quoi, ou que de traiter des bêtes. Ouais. Je pense que c'était vraiment une expérience enrichissante en tout point, le fait aussi de, quand elle était malade, de voir un peu ce qu'il fallait faire, de surveiller, de voir ses changements, des moments où elle est un peu plus abattue, des moments où elle est fort enjouée. Ça fait un peu... voilà, il faut avoir vu plusieurs situations pour comparer. Donc, est-ce que tu pourrais dire que, en fait, un veau n'est pas un autre veau? Oui. Un veau n'est pas un autre veau, clairement. Déjà, entre races, il y a des différences. Parce qu'ici, on a 2 races, les blancs bleus et les pinois. On a sacrée différence de caractère, je trouve. Les blancs bleus sont assez calmes finalement, et ils sont aussi beaucoup plus braves que les pinoirs qui se laissent un petit peu aller. Ils ont tendance à s'écrouler et à se laisser... voilà. C'est un peu mou. Hein. Ouais, c'est ça, c'est mou. C'est une photo d'elle, la première pesée qu'ils ont dû faire, les pattes, et puis elle ne voulait plus bouger. Hein. Et un peu pataude encore maintenant, est-ce qu'elle se la figure? Alors que les blancs-bleus, jusque-là, ils sont calmes, ils sont gros, mais finalement, quand on leur demande d'avancer, ils avancent gentiment, quoi. Et même au sein des pinoirs, donc elle c'est plutôt une gentille et docile. Et à côté de ça, on avait l'autre qui était plutôt dominante et très, très joueuse. Donc, non, ça fait vraiment une différence de caractère. Même par rapport aux loges d'à côté aussi. Bien sûr, Selon toi, tu as parlé de l'éleveur tout à l'heure. Est-ce que c'est intéressant pour l'éleveur de créer un lien avec ses animaux? Je pense que oui, parce que ça va lui faire gagner du temps, rien que pour s'il y a des traitements à faire, pour faire des suivis de repro, etc. Si les vaches ont peur de l'éleveur, il va mettre vraiment beaucoup de temps pour les attraper, pour les ranger, etc. Ça va lui faire perdre un temps fou. Alors que là, Ludovic, il est rentré avec son sac de grains, toutes les vaches qui sont venues tout de suite, c'est des génisses. C'est gagné, quoi. S'il a ça avec... tout le temps, les vaches, elles seront faciles à attraper, elles seront faciles à manipuler, elles seront faciles à soigner. Je pense que c'est vraiment un gain de temps que de s'embêter à créer un lien avec ses veaux, puisqu'après, le reste sera beaucoup plus facilement, quand elles seront protégées, elles seront beaucoup plus facilement manipulables. Oui, tout à fait, d'accord. Mais pas trop créer de lien trop fort non plus, qu'elles oublient, qu'on reste quand même, on n'est pas non plus de la même espèce, qui ne s'amuse pas à nous charger, à jouer, etc. Je pense aux taureaux, à ne pas trop les câliner, tout ça. Ils n'oublient pas qu'ils font quand même 500 kilos et nous que 80, quoi. C'est ça. Une fois que le lien est créé, en fait, c'est comment mettre des limites à ces animaux-là, quoi. Comment le faire comprendre. Parce qu'entre eux, je pense qu'ils arrivent à mettre des limites. Ce veau-là a été séparé de sa mère à la naissance. C'est ce qu'on pratique en général chez les vaches laitières. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Personnellement, je ne sais pas si c'est absolument nécessaire de séparer une pinoire de son veau, sachant qu'elle produit suffisamment de lait pour nourrir son veau et pour nous aussi, mais c'est ma vision de je ne suis pas éleveuse et je n'ai pas les problèmes financiers, j'ai pas le prix du lait à côté qui est un petit peu, un peu rare. Parce que pourquoi est-ce qu'on pratique le sevrage comme ça, la séparation du veau et de sa mère? Pourquoi est-ce qu'on fait ça selon toi? Je pense que c'est pour essayer d'avoir une vache qui soit moins agressive au niveau de son pied, et pour qu'on ait aussi tout le lait qu'elle produit soit uniquement consacré à la consommation de miel. D'accord. Donc le veau ici, il reçoit le colostrum de sa mère ou pas? Oui. Ici, normalement, quand il y a le vélage, là en plus l'étudiant était là quand il y a le vélage, donc je sais que Ludo m'avait montré des photos. Donc la vache, on prend le veau, on le pèse, on fait des soins du veau. Pendant ce temps-là, il y a souvent l'ouvrier qui va venir traire la mère, évaluer la qualité du colostrum, en fonction de ça, lui donner le volume. En général, on donne 4 litres dans les 4 premières heures ou 5 ou 6 premières heures du veau. Et on s'assure à ce qu'il ait pris ces 4 litres-là.
Et donc après ils sont nourris au lait. En général, c'est le lait écarté du robot. C'est ça. Ils mangent comme ça. Selon toi, est-ce qu'il y aurait des conséquences sur le comportement général du veau, ou même son bien-être, de séparer la mère du veau, quoi? Je pense que oui. Je m'étais posé la question, ne serait-ce que pour le fait de devenir entre guillemets un ruminant. Oui. Parce que du coup, tous ces veaux, ils sont tous plus ou moins du même âge. Ils ont accès au cave starter et au foin, mais en attendant, il n'y a aucun animal qui leur montre ce qu'il faut faire de ça. Même s'ils vont chipoter, mais ils vont pas forcément savoir que ça se mange, que c'est bien. Et je pense que la mère, normalement, elle mange devant eux et du coup, ils viennent manger par mimétisme. Il y a aussi le fait que je pense que ça les stresse beaucoup et que pendant au moins les 3-4 premiers jours, quand on voit les veaux qui sont là-bas, ils sont toujours un peu fort abattus et c'est difficile. On arrive dans la vie, il se passe beaucoup de choses, on leur met le biberon, ce qui n'est pas forcément la mamelle. Ouais. Mais c'est parfois un peu compliqué. Au coup de langue, on essaie on essaie de l'imiter avec de la paille en le frottant, le stimulant. Si jamais il crie pas, on met de l'eau un peu sur la tête ou dans les oreilles et ça marche bien, ça secoue. De mon avis, ça reste quand même une séparation et ça reste quand même un peu... Déjà que c'est le moment le plus difficile de notre vie, c'est de naître. Et en plus de ça, il n'y a pas de modèle un peu de maman qui est là pour s'en occuper. Et je veux dire maman et pas mère. Ouais. Parce que finalement, on ne peut pas être là à côté du veau tout le temps, essayer de le stimuler. Donc, même si on sèche, on fait des soins, etc., on est là pendant la demi-heure après sa naissance. Et puis ensuite, mon gars, t'as vu ton cholestérol, mais on passe à autre chose. On repasse dans 4 heures pour voir si tu vas bien, mais sinon c'est tout. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce qu'elle vit, la mère? Je ne sais pas. Je pense au blanc-bleu, pour le coup, après la césarienne, ils mettent souvent le veau, la mère et le veau à côté, même si le veau est séparé. Ouais. Et après, il me semble que la mère crie quand même un peu pendant la séparation. Donc je pense que pour elle, ça va être un peu dur. Après, pour les génisses, elles n'ont pas trop l'air de trop comprendre ce qui se passe. Et donc, ils ont l'air moins traumatisés que les pluripares qui ont déjà eu des veaux. Et pour peu qu'elle ait fait son veau seul et qu'elle ait eu le temps de faire le nursing, je pense que là, ça va être effectivement un peu plus dur. Mais j'ai jamais trop entendu de séparation ici où la mère criait vraiment pendant longtemps. Si elle ne criait pas, comment est-ce qu'on peut voir que ça peut être un problème pour elle? Elle pourrait arrêter de s'alimenter, elle pourrait piétiner au lieu de manger, elle pourrait être abattue, s'isoler par rapport aux autres, ne pas reprendre sa vie normale au sein du troupeau. Modification du comportement. Oui, tout à fait. Comment tu donnes du sens à la fin de vie de cet animal pour la production humaine? Ça n'a pas forcément beaucoup de sens en soi parce que en dehors d'ici, une ferme un peu financée, je sais que si elle ne produit pas assez passé un certain âge, c'est 6 ans à peu près, 6-8 ans, elle va partir de base à la réforme et à l'abattoir. Oui. Ici, je sais qu'ils poussent la production assez longtemps, mais ils avaient un problème aussi d'effectifs. Oui. Mais bon, donc du coup, ils se retrouvent avec des vaches qui devraient être réformées depuis X temps et qui sont encore là à produire pas grand-chose, mais elles produisent quand même. Oui. Et donc, ça en soi, elle a continué sa vie de manière plus tranquille, elle est moins dans un objectif de production. Maintenant, oui, c'est vrai que ça aurait été quand même juste de la laisser simplement mourir de sa belle mort. Ça, c'est quand même des bêtes qui vivent 20 ans. Donc, ça aurait plus de sens pour toi? Parce que elle, je la connais, oui. Mais parce que si je connaissais... jusque-là, je m'étais jamais trop posé la question, en fait. Mais après... Après, ça reste un animal de production. Sa naissance est un peu conditionnée pour qu'elle produise. Et même à sa mort, entre guillemets, elle va continuer à produire parce qu'elle va donner de la viande. Et servira à nourrir, du coup, le peuple belge. Et je sais pas, en fait, c'est tellement... J'ai accepté ce système-là parce que c'est même ce en quoi je veux travailler que du coup, ça me choque pas plus que ça. Mais je comprends et j'accepte totalement que les gens soient pas d'accord. Et que dans ce cas-là, ils refusent de participer ou ils décident de la racheter
prix que l'abattoir aurait payé pour lui offrir une belle vie. En tant que vache de compagnie, c'est pas quelque chose que je trouve que c'est un geste qui est logique, qui se comprend, mais qui ne peut pas être demandé à un éleveur de faire ça pour toutes ses bêtes, parce que à un moment il faut bien qu'on vive, quoi. Enfin, il faut bien que l'éleveur puisse vivre, et voilà. Et c'est un animal qui sert à nourrir avec son lait, qui sert à nourrir avec sa viande. Puis même, je veux dire, l'ensemble de sa mort va être l'ensemble de sa mort va être complètement rentabilisé. On va utiliser ses ongles, on va utiliser ses cornes, on va utiliser sa peau. Je sais pas si on n'utilise pas les os, enfin on utilise vraiment tout. Et finalement, sa mort ne sera pas inutile, quoi. L'ensemble de sa vie aura été utile pour le pays. D'accord, pour la population humaine. C'est ça, pour l'humain. Ok. Je l'aime énormément, franchement, mais je sais qu'elle va rester ici, qu'elle va produire, puis quand elle aura 8-9 ans, elle va partir à la réforme, elle ira à l'abattoir, et c'est comme ça. Et c'est comme ça, d'accord. Et ça fait pas que... Si elle a la chance d'être adoptée par quelqu'un et qu'elle puisse avoir une belle vie, tant mieux. Si ce quelqu'un, c'est moi, j'en doute fort parce que je serai plus ici depuis longtemps. Mais si ce quelqu'un, par un coup de chance, se retrouve avec moi, c'est encore mieux. Mais si elle fait sa vie comme les autres, elle sera comme ça, et je ne serai pas plus... j'en serai touchée parce que je la connais, mais ça va pas me mettre un coup au moral et me dire que je vais plus jamais manger de viande ou de fromage à cause de ça. D'accord. Mais peut-être être un peu plus consciente de ce que tu manges. Je le suis déjà depuis que je suis en études vétérinaires. D'accord. Parce que on nous a formés sur beaucoup de choses, sur les abattoirs, etc. Et finalement, de voir ce genre d'informations, ce genre de choses, et pas traduit par Gaïa ou L214, c'est bien de réaliser que si on veut manger de la viande, on peut peut-être chercher chez le producteur directement plutôt que de passer chez la moins chère, bradée à 50%. Parce que finalement c'est pas viable, on peut pas avoir des animaux qui sont en bonne santé, qui sont bien traités, etc. et un prix où on paye ça pour rien, quoi. C'est pas possible. Le bien-être animal, selon toi, a un coût, prix. Il devrait être accepté. Enfin, typiquement, je suis en pure contradiction entre ce que je dis et ce que je fais actuellement, parce que je suis étudiante, j'ai pas de sous, et je suis la première à profiter des promos à 50%. Mais dès que je serai indépendante financièrement, c'est fini. Enfin, je voudrais vraiment trouver des producteurs locaux et prendre ma viande localement et consommer mieux. Rien qu'au niveau du goût, il n'y a rien à dire, quoi. J'aurais une sacrée différence. Et finalement, déjà de prendre aussi chez le producteur revient souvent au même prix que de prendre la viande, pas la moins chère, mais la viande à un prix acceptable au centre commercial. Sauf que là, le producteur, il gagne quasi tout dans sa poche. Oui, tout à fait. Comment un éleveur fait pour à la fois être conscient du bien-être animal et créer du lien pour pouvoir atteindre des objectifs de manipulation, etc. Donc, faciliter sa vie. Et en même temps, qu'est-ce qu'il fait avec ce lien qu'il a créé pendant X temps lorsque ces animaux montent dans le camion pour aller à l'abattoir? Comment est-ce qu'il vit ça, lui? Comment Je pense que l'éleveur, il est un peu comme moi dans la logique où il sait que sa bête, elle va... Enfin, ça reste quand même un outil de production. Et je dis bien outil. Et donc, même s'il aime, il a créé une relation, etc. Et je dis bien aussi aimer. Et qui connaît ses bêtes, elles vont partir et c'est dans l'ordre des choses. Mais je pense vraiment qu'on peut aimer, produire, et élever ses bêtes correctement et les amener à l'abattoir et on continue aussi ainsi. Donc selon moi, il y a un prérequis d'être éleveur ou d'être vétérinaire rural. C'est finalement d'accepter qu'on élève des animaux pour les abattre, pour nourrir la population, dans un but de rentabilité. Voilà, selon toi, c'est quoi une vache heureuse? Du coup, pour moi, une vache heureuse, c'est une vache qui a un abri, qui est avec d'autres vaches, qui peut se déplacer, brouter, manger comme elle veut avec une nourriture de qualité et surtout qui n'est pas stressée, elle va pas être en train de regarder partout, elle va pas être en train de manger un peu rapidement et de vérifier, de piétiner, etc. Et c'est une vache
qui du coup si elle va bien, elle est en bonne santé, elle produit bien, elle a un joli poil. Je pense que tout ça c'est des choses... Elle peut exprimer des... Elle exprime ses comportements, donc elle a des contacts avec les copines, elle se lâche mutuellement, elle joue, ça joue, l'image. Et voilà.